Parti. Très bien, c'est parti. Bon. Eh ben, bonjour. Ah oui, bah, Non, vas-y, non, je te laisse. merci Charmine. Je vais juste introduire brièvement. Vas-y, je t'en prie. Moi, donc Nicolas Leblanc, je suis médecin de santé publique. Je dirige l'équipe médicale de Livy France. Et en même temps, j'ai les affaires publiques. Je voudrais en quelques mots présenter quels sont nos objectifs et notre ambition en direction médicale. Et j'ai le plaisir d'assister à ce webinaire merveilleusement organisé par Julien et ses équipes et la direction médicale. Je remercie Charmine et César pour ce qu'ils font. Euh, il faut bien comprendre que Livy France s'inspire du modèle qui a été développé en Suède et c'est un modèle d'offreur de soins digiphysiques. Alors, bien sûr, vous faites beaucoup de téléconsultations, mais nous, notre ambition, c'est de faire comme en Suède, c'est de développer aussi les parcours en présentiel et notre offre de centres de santé. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a 2 centres de santé en France et on sera amené sans doute à développer cette activité à l'avenir en mêlant l'innovation digitale. Et ce à quoi nous sommes très attachés à la direction médicale, c'est plusieurs choses. C'est d'abord de vous soutenir dans votre pratique, qu'elle soit digitale, mais aussi pour les médecins qui font la consultation physique dans les centres de santé. Vous soutenir, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous soulager dans les tâches administratives et c'est toutes les équipes de Iman Amachi qui font ça, vous la connaissez, vous les connaissez, mais c'est surtout l'équipe médicale qui vous aide à avoir les bonnes pratiques, si j'ose dire, en tout cas à avoir des interrogations sur les bonnes pratiques, vous dénouer certains cas ou des difficultés, qui vous accueillent dans la maison et surtout qui fait en sorte qu'on se sente un peu en équipe et pris en charge quand on arrive à Livy. Alors avec la modeste ambition de ce qui est lié au digital et au fait que, bien sûr, tous les médecins sont à temps partiel chez nous. Mais on investit énormément de temps et avec l'équipe, moi, que j'ai le plaisir de diriger, César, Yanis, François, Fadila qui est parmi nous et puis l'ensemble des médecins référents, Charmine, Mireille, Sophie et Olivier, nous faisons en sorte d'essayer en permanence de vous donner les éléments nécessaires pour une bonne pratique médicale. Alors bien sûr, elle les repose d'abord sur vous, mais on essaye de faire en sorte que les échanges soient le plus fructueux et dans un état d'esprit constructif et bienveillant. Voilà, et c'est dans cette perspective qu'on organise ces webinaires, qu'on organise des podcasts, que les recommandations sont élaborées, que vous recevez les newsletters, etc., etc. On est toujours preneur de vos idées. Alors moi, je suis médecin de santé publique, donc inutile de vous dire que la santé des populations, c'est mon dada. Et je pense qu'avec les près de 100 000 téléconsultations que nous faisons par an et nos 2 centres de santé, on contribue à l'accès aux soins et aussi à l'amélioration de la qualité des pratiques et à l'innovation. Voilà, c'est ce que nous répétons en permanence à nos gouvernants. Et c'est ce que nous essayons de construire au niveau européen avec les collègues directeurs médicaux suédois au UK et en Norvège. Et à cet égard, nous allons organiser une conférence européenne sur la télémédecine, j'en parlais tout à l'heure aux premiers arrivants, qui aura lieu le 3 décembre avec un sujet pédiatrique qui sera en anglais et un sujet sur l'efficience des soins en santé primaire qui sera en français, mais vous en saurez plus d'ici quelques semaines. Voilà, en tout cas, merci Charmine, merci Sophie pour ce webinaire passionnant parce que nos clientèles pédiatriques sont importantes et nos demandes pédiatriques sont importantes. Et c'est l'occasion de pouvoir partager, échanger, s'améliorer dans nos pratiques à tous égards. À vous les studios, comme on dit en télé. Merci beaucoup, Nicolas, pour ce mot d'introduction. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Charmine Raymond-Pré, médecin généraliste, et donc je suis médecin référent au sein des directions médicales. Et nous avons le plaisir avec Sophie, donc le docteur Sophie Zachary, qui est médecin pédiatre et urgentiste, de vous présenter donc, ce webinaire qui traite des pièges et des idées reçues en pédiatrie. Il faut savoir que il va y avoir un format un peu particulier, donc assez novateur sur ce webinaire, qui sera sous forme de quiz. Donc, Julien vous dira exactement ce qu'il faudra faire pour pouvoir accéder au quiz. Je te laisse la main, Julien. Donc déjà, on voulait vous présenter cette slide pour vous rappeler que on recrute des médecins en téléconsultation. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous et puis notamment aux centres de santé qui sont en région parisienne, à Saint-Denis et dans le 17e.
Donc, vous avez les coordonnées qui sont inscrites juste ici. Parlez-en à vos collègues. C'est un exercice qui est très enrichissant, donc n'hésitez pas. Et donc, un petit mot également. Ah, pardon, Nicolas, tu voulais. J'en profite et ce sera ma seule interruption, mais Charmine, c'est qu'en ce moment, on a beaucoup de demandes patients cette semaine, contrairement aux semaines précédentes, pour liées aux épidémies. Donc, si vous avez des heures à consacrer à la téléconsultation cette semaine, n'hésitez pas. On a vraiment une file active en patients qui est importante. Voilà, j'en profite pour le dire et je te rends tout de suite la parole. Merci. Merci, Nicolas. Un petit mot également. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le découvrir. C'est un podcast qui a été fait à la rentrée, qui est à destination des enfants et de leurs parents. Il faut savoir que ce podcast, en fait, répond donc aux questions des enfants. Donc, il donne la parole aux enfants sur des questions qui sont sur la thématique de la santé, hein, bien entendu. Et c'est pour mettre fin aussi aux idées reçues pour ce public-là. Donc, n'hésitez pas à le télécharger. Vous avez un QR code qui est juste là. Et puis à écouter les podcasts et puis à le diffuser autour de vous. Merci Charmine. Du coup, on va enchaîner avec un quiz interactif. C'est la première fois qu'on teste ce format. J'espère que ça va vous plaire. Donnez-moi 2 petites secondes. Hop. Et je vais vous inviter à scanner un QR code qui va s'afficher sur votre écran. Hop. Est-ce que vous voyez bien ce QR code? Je vous invite à prendre votre téléphone, à le scanner et ensuite à rentrer votre nom et les questions vont s'afficher. On va juste attendre que tout le monde se connecte dessus. Et puis si vous ne pouvez pas vous connecter, c'est pas grave. Vous verrez les réponses et les questions en direct. On attend juste quelques instants. Julien, je peux ajouter un petit mot? Oui, bien sûr, vas-y César. Je te donne la main Ouais. pour lire les questions de toute façon. Ouais, ça marche. Donc moi, je vous explique, on est assez nombreux en fait, hein, et c'est une bonne surprise. Donc moi, je vais lire les intitulés des questions. Vous aurez quelques secondes pour répondre. Voilà, c'est le principe de QCM. On est assez nombreux. Donc en fait, pour les questions, ce que je vous propose, c'est idéalement, vous avez des commentaires sur lesquels vous pouvez poser les questions. On va faire le tri au niveau des questions, comme ça on les posera au fur et à mesure. On ne pourra peut-être pas répondre à toutes les questions, sachant qu'on a un peu moins, il nous reste une heure et quart. Et idéalement, gardez les micros fermés. Vérifiez bien que vous ayez le micro fermé, sinon ça risque de poser problème lors de la présentation. Voilà, c'est tout. Ok, super. Eh bien, je vous propose de lancer le quiz et c'est à toi les studios, César. Alors, ok, super. Alors, c'est parti. Donc, vous recevez un enfant de 8 ans en téléconsultation pour une douleur abdominale diffuse depuis 24 heures. La douleur s'est intensifiée progressivement et s'accompagne de vomissements et d'une légère fièvre, mais le transit est conservé. Que faites-vous? Alors, je ne vous lis pas les réponses parce que ça va prendre du temps, ça va vous perturber. Surtout qu'il vous reste 20 secondes. Ok, donc 63% pour appendicite, 38% pour gastro-entérite. Donc ça se dispute entre la A et la B. Charmine et Sophie, je vous laisse peut-être commenter. Tu veux dire un mot, Sophie? Je te laisse la main. Alors, c'est assez intéressant de voir la répartition des réponses qui ont été données. La bonne réponse, c'était la réponse B, hein, comme vous le voyez, c'était suspecter l'appendicite. Alors, pourquoi en première intention? Parce que vous avez donc une douleur abdominale qui est diffuse. La douleur s'intensifie. On n'a pas forcément d'argument franc en faveur d'une gastro, en tout cas pour le moment, en l'absence de diarrhée. Il faut rester vigilant, hein, avec des vomissements qui sont isolés. Le piège avec la gastro-entérite virale, c'est que ça peut masquer une appendicite débutante, surtout en l'absence de signes digestifs tels que la diarrhée, hein, comme je vous l'ai dit. Et donc voilà. Donc vraiment, en premier lieu, il faut vraiment être sûr d'écarter cette suspicion-là avant de conclure
une virose digestive. Oui, parce que l'appendicite, ça peut vite se compliquer en péritonite et on n'a pas le droit à l'erreur. Dites-vous qu'une appendicite, à partir du moment où on a mal au ventre, ça va faire que s'aggraver. Alors que des fois, une gastro-entérite, la douleur, un coup ça va, un coup ça va mieux. Mais une douleur qui s'aggrave, qui est diffuse depuis 24 heures, attention. Il faut vraiment être très vigilant. Voilà. Et la fièvre, il n'y en a pas forcément dans les appendicites. Même des fois, au contraire, quand il y a de la fièvre, c'est plutôt une péritonite. Donc, il faut vraiment se méfier. Je peux juste dire un petit mot aussi, ouais. Ce point-là, il nous semble hyper important. Pourquoi? Parce que en fait, l'activité de pédiatrie au niveau des spécialistes, c'est la plus grosse activité qu'il y a chez les vies. Il y a à peu près 50 000 téléconsultations par an de pédiatrie qui sont faites et vous êtes à peu près 35 pédiatres. Donc forcément, dans le tas, vous le voyez, hein, nous aussi, on le voit en médecine générale, on a énormément d'histoires de gastro, de douleurs abdos. Et dans le tas, malheureusement, il y aura, on le sait tous, hein, c'est un piège, hein, l'appendicite. Donc, pas hésiter à adresser en présentiel. Voilà, on peut peut-être passer à la suivante. Les parents d'un enfant de 8 mois consultent pour leur enfant en téléconsultation. Lors de votre examen, vous suspectez un strabisme intermittent chez cet enfant. Quelle est la conduite à tenir en première intention? Alors, là, c'est pareil, ça se sépare entre la A et la C, mais majoritairement, c'est une réorientation vers le présentiel pour la réalisation d'un examen ophtalmo en urgence. Alors, pourquoi un examen ophtalmo en urgence, Charmine et Sophie? Tu veux prendre la main ou je... Ah bah non, non, vas-y, on avait déjà préparé. Alors du coup, globalement, il faut se dire que donc chez un enfant de 8 mois, hein, un strabisme intermittent, il faut donc écarter en urgence l'ambliopie. Il y a un risque d'ambliopie qui est important si ce n'est pas diagnostiqué à temps. Donc dans tous les cas, si vous avez cette suspicion forte en téléconsultation, la première conduite à tenir, c'est de réorienter le patient, l'enfant en présentiel. Et l'examen ne peut pas être retardé, c'est-à-dire que 6 mois, c'est trop long. En gros, le strabisme intermittent, c'est jusqu'à 4 mois. Hein, c'est très fréquent à cet âge-là. Quand c'est permanent, il faut être très vigilant. Mais à partir de 4 mois, même intermittent, il faut consulter en urgence à l'ophtalmo. Ça peut être un début de cataracte, de rétinoblastome. Et tout simplement, l'amblyopie, ça veut dire que l'œil, on ne voit pas en fait avec cet œil-là. Donc il faut mettre des caches pour justement réorienter bien la vision. Et c'est très important. La prise en charge, le pronostic de l'œil visuel, c'est en fonction de la prise en charge précoce. Donc vraiment, un strabisme intermittent ou permanent, on n'attend pas 6 mois, hein, c'est vraiment une urgence. Hein. Ok, très clair. Merci, Sophie. Et oui, et tumeur cérébrale aussi, ouais, effectivement. Merci, Guillaume. Ouais. On passe à la suivante. Un garçon de 13 ans téléconsulte en présence de sa mère pour une douleur abdominale aiguë localisée à l'hypogastre. Il n'y a pas de symptômes urinaires associés. Parmi les diagnostics suivants, lequel doit être envisagé en priorité? Alors, torsion testiculaire en tête, suivie de la pyélo et de l'appendicite aiguë. Charmine. Et ben, c'était bien la torsion testiculaire. Alors effectivement, hein, c'est chez un jeune garçon donc pubère de 13 ans. Attention, hein, la torsion testiculaire, c'est le premier diagnostic à évoquer devant une douleur abdominale qui est localisée à l'hypogastre. Le risque de retard diagnostique est potentiellement grave, hein, chez l'enfant et donc l'urgence chirurgicale est de mise, hein, dans ce contexte. L'examen est important aussi, hein. Alors, Sophie va vous en dire un mot. Ouais, j'en parlais après, mais oui, enfin, de toute façon, on va vous le redire plusieurs fois, mais un enfant, il faut vraiment l'examiner nu, hein, déshabillé. Ça, c'est hyper important. Et douleur abdominale, un enfant de 13 ans ne va pas vous dire forcément qu'il a mal au niveau des testicules. Donc, c'est à nous d'examiner systématiquement les orifices hernières et les testicules. Ça, c'est obligatoire. Et surtout en téléconsultation.
parce qu'effectivement, une torsion testiculaire, hein, le pronostic testiculaire est en jeu, hein, donc on a vraiment 6 heures pour agir. Donc oui, à chaque fois douleur abdo, il faudrait que tous les médecins écrivent sur leur dossier testicule en place, et c'est facile à regarder. Donc voilà. Ouais, et alors moi je rajoute une petite touche là-dessus. C'est vrai qu'aux urgences, ça arrive assez fréquemment qu'on récupère des torsions testiculaires chez des enfants ou des ados à la 6e, 7e, 8e heure d'évolution. Alors moi je jette la pierre à personne, hein, parce qu'en fait, parfois aussi, c'est les parents qui temporisent, et c'est rarement suite à un examen physique, hein, finalement. Et c'est possible que nous, en téléconsultation, avec les difficultés d'accès aux soins, vous récupériez des torsions testiculaires qui ont commencé il y a 4-5 heures. Et donc là, ça veut dire que, en gros, il faut que ça soit limite pavlovien, parce que derrière, c'est possiblement des gamins qui partent directement au bloc sans passer par la case écho. Voilà, voilà. On peut passer à la suivante. Un nourrisson de 4 mois est présenté en téléconsultation pour des régurgitations importantes. Les parents s'inquiètent de possibles allergies alimentaires, notamment d'une APLV. Parmi les symptômes suivants, lequel est le moins évocateur d'une allergie aux protéines du lait de vache? Ouf, alors c'est 40-40 entre la A et la B. Et donc la bonne réponse est la A, Charmine. Alors c'est la A, ouais, effectivement, c'est les régurgitations fréquentes. Alors bien que les régurgitations, elles puissent être présentes dans l'APLV, elles ne sont pas un symptôme spécifique. Et elles sont très fréquentes en fait chez les nourrissons qui n'ont pas d'APLV. Et les autres symptômes qu'on peut retrouver dans les APLV, c'est par exemple effectivement hein, donc diarrhée, eczéma, rectorragie. Et c'est plus fréquemment associé à une APLV. Sophie, Non, rien de plus. rien de plus? Ok, très bien. Eh bien, on va passer à la suivante. Quel est l'âge recommandé pour introduire les écrans dans la vie quotidienne d'un enfant selon les recommandations nationales actuelles? Dès 6 mois. Oh non, je vous laisse dire les réponses. Charmine. Bah oui, très bien. Vous avez majoritairement répondu pour la D. Donc, pas avant 3 ans, sauf pour des visioconférences avec les proches. Et on vous projettera tout à l'heure une slide hein, de la Haute Autorité de Santé publique qui préconise donc vraiment la règle des 3, 6, 9, 12 chez les enfants en lien avec les écrans. Sophie, on ne traîne pas là-dessus parce qu'on va en reparler juste après avec la petite slide. Oui. Ça Ouais. te va? Mm. Ok, super. Allez, on enchaîne. Une mère consulte pour un nourrisson de 5 mois qui présente une toux, une rhinorrhée claire. Le nourrisson est apyrétique et boit correctement. Il est gardé dans une crèche où il y a de nombreux cas de bronchiolite. Quelle est la conduite à tenir en téléconsultation? Charmine. Ouais, donc oui, la bonne réponse, c'était la C. On conseille une surveillance de l'apparition des symptômes respiratoires à domicile. Alors là, on est effectivement dans un cas de suspicion de bronchiolite, mais qui finalement est bien toléré. Il n'y a pas de signe de détresse respiratoire hein, qui est évoqué dans l'énoncé. L'orienter directement vers les urgences pédiatriques, c'était pas forcément en première intention ce qu'on envisageait pour ce cas clinique, mais bien entendu, hein, ce qui reste très important de faire, et ça, on insistera sur les présentations tout à l'heure, c'est vraiment l'examen de l'enfant, mais déshabillé. Les signes de détresse respiratoire chez l'enfant, vous les voyez avec, surtout au niveau du thorax, hein, battement des ailes du nez, les signes de tirage. Donc, c'est extrêmement important pour être en mesure de mesurer la tolérance respiratoire, mais aussi clinique de l'enfant. Ouais, c'est pour ça que là, la question, c'est surtout qu'on voit que c'est un enfant qui va bien, qui boit bien. Mais effectivement, ce qui compte, c'est vraiment d'évaluer la gravité. C'est vrai que si on n'est pas à l'aise avec les bronchiolites, hein, mais je ferai un petit topo après, c'est ça qui est important, de voir la tolérance respiratoire, la tolérance alimentaire, hein. Donc c'est très important, l'inspection, mais on en reparle après, quoi.
Mais on peut pas orienter, je suis désolée, je suis urgentiste, mais on peut pas orienter toutes les bronchiolites à l'hôpital. Il faut savoir évaluer parce que notre prise en charge à l'hôpital, elle sera pas forcément plus que la vôtre, quoi. Hein. Ok, très clair, Sophie. On Mm. va en parler juste après. Allez, on enchaîne. On est à la moitié du quiz. Tout chez l'enfant, faut-il prescrire des sirops antitoussifs? La grande question. Alors, Charmine. Ouais, la bonne réponse c'était la B, hein. Donc les antitussifs sont contre-indiqués chez les enfants de moins de 6 ans et on pourra en reparler tout à l'heure. Voilà, je n'ai pas de commentaires supplémentaires particuliers. Sophie, un petit commentaire ou pas? C'était démontré, c'est pas moi qui le dis, hein, mais il y a une étude anglaise qui montre que le miel et le Pardon. citron, C'est le de miel et passer le à la citron. question suivante, du coup. Donc Désolé, le Sophie. miel, hein, c'est donc le miel c'est contre-indiqué à partir, enfin pour les moins d'1 an, mais le miel et le citron, hein, au lieu de lui donner un sirop contre la toux, c'est anti-infectieux, anti-inflammatoire, c'était démontré, donc hésitez pas. Ok. Mais là, je vous laisse je pense que celle-là, on va. Ouais, c'est pas grave. Écoutez, on parlera de TDAH. Si vous êtes très rapide, vous avez peut-être répondu. Voilà, donc là, la question, c'était qu'une mère se plaint que son enfant est constamment agité, il se concentre difficilement, il a des mauvaises notes à l'école, elle pense qu'il souffre d'un TDAH. Quel est l'élément parmi vous quel est l'élément parmi les suivants qui ne fait pas partie des critères diagnostiques du DSM? Et la bonne réponse, pardon? La bonne réponse, c'était la C. Donc le C ne fait pas partie donc des critères du DSM. Et là, pareil, on pourra en reparler tout à l'heure lors de la présentation. Voilà, c'est à l'école et à domicile, quoi, et à la maison. Il faut que les symptômes soient présents effectivement dans toutes les sphères d'activité de l'enfant et pas uniquement à l'école. Ok, très clair. Allez, on passe à la suivante. Merci, Julien. Un nourrisson de 3 mois est présenté en téléconsultation pour des vomissements survenant après chaque tétée. L'enfant est par ailleurs en bon état général et présente une bonne prise de poids. Quelle est l'étiologie la plus probable de ces symptômes? Ouais, bonne réponse, c'était bien la B. Donc, on va dire que chez un enfant, donc un nourrisson de 3 mois, qui a un bon état général, qui a une bonne prise de poids, qui a une bonne prise alimentaire, le premier diagnostic à suspecter, c'est le RGO physiologique, hein, bien entendu. Oui, la sténose du pylore, c'est un enfant qui est plutôt affamé, qui est dénutri et qui prend pas de poids. Très clair. On passe à la 10e. Un nourrisson de 3 mois présente des vomissements bilieux de couleur vert foncé lors de votre téléconsultation. La mère rapporte également une irritabilité accrue et un abdomen distendu. Quelle est l'hypothèse diagnostique prioritaire à envisager en urgence? Ouais, bravo. Donc, c'était bien le volvulus du grêle. Alors, il faut être extrêmement vigilant en téléconsultation parce qu'on n'a peut-être pas tendance à poser la question de la couleur des vomissements. Et pourtant, ils ont vraiment leur importance. Et c'est un élément sémiologique qui est supplémentaire pour orienter le diagnostic. Donc là, des vomissements bilieux, hein, couleur vert foncé, et avec donc, tout le contexte, hein, abdomen distendu, irritabilité, chez un nourrisson de 3 mois, sont vraiment des critères qui doivent vous faire évoquer dans un premier temps le volvulus du grêle. Merci Guillaume. Voilà, donc bilieux vert, jaune, chyle gastrique. Tout à fait. On enchaîne? En téléconsultation, la mère mentionne que les selles de son enfant sont devenues rares et sombres depuis 24 heures.
à quoi devez-vous penser immédiatement? Ouais, donc dans un premier temps, enfin, vraiment le premier diagnostic qu'il faut suspecter quand vous avez des selles qui deviennent rares et sombres, donc dans ce contexte hein, de suspicion de volvulus, c'est donc le volvulus du grêle avec une ischémie intestinale. Il faut savoir que c'est une urgence chirurgicale, hein, l'enfant doit être opéré dans les 2 à 4 heures. Donc, il n'y a pas de place au doute. Quand vraiment vous avez un doute, c'est réorientation aux urgences directes. Sophie, c'est des choses que tu vois en pratique, ça, régulièrement ou c'est rare? Non, régulièrement, non. Mais oui, ça arrive. Mais non. Non, l'idée, c'était surtout en téléconsultation de ne pas passer à côté des choses graves, quoi. Mmh. OK, très clair. Julien, s'il te plaît, on peut passer à la prochaine. Et la dernière. Une mère vous consulte en téléconsultation pour sa fille de 4 ans qui présente des ecchymoses au niveau des membres inférieurs et des fesses. Elle vous explique que l'enfant tombe souvent en jouant avec ses frères et sœurs. Quelle est votre première démarche clinique? Ouais, donc la bonne réponse, c'était la B. Alors pourquoi ne pas orienter immédiatement en inscrivant sur le courrier médical que vous suspectez une maltraitance? Parce qu'il faut se dire que l'explication parentale doit être évaluée avec une grande prudence, que ce genre de suspicion doit être donc déjà tracée, hein, c'est-à-dire qu'on vous encourage dans ce cas-là à nous faire parvenir donc, une déclaration d'événement indésirable en joignant une fiche qui est très spécifique, qui concernera donc la téléconsultation avec la suspicion que vous émettez. On va en parler aussi tout à l'heure. Et comme c'est extrêmement délicat, ce sont des données qu'on fait parvenir donc par la suite à la CRIP hein, en cas de forte suspicion. Mais la confirmation diagnostique est jamais aisée. En tout cas, dès qu'il y a suspicion, il faut tracer et nous faire parvenir ces éléments-là. Après, attention, parce que ecchymose au niveau des membres inférieurs des fesses, ça peut être des ecchymoses banaux, hein, des chutes classiques, mais ça peut être aussi des troubles de coagulation. Hein. Ça, on en a déjà eu, hein, une maman qui avait été traitée de maltraitance, et en fait, c'était une hémophilie A. Donc, il faut faire attention. Et ça peut être aussi une leucémie, hein, donc toujours se méfier. Voilà. Et ne pas non Merci. plus banaliser. Enfin, voilà, ça peut être une maltraitance, mais ça peut aussi être une autre maladie. Donc, faire attention. Mais oui, tout à inscrire et pas hésiter à poser des bonnes questions. Alors, le quiz est fini. Bravo Guillaume. Guillaume, il est urgentiste aussi, je crois. Ouais. Qu'est-ce qu'il a gagné? Qu'est-ce qu'il a gagné, Guillaume, alors? Effectivement, affaire PDH, Il a gagné l'appel téléphonique. Ouais. Allô? Ah. Oui, Jérémy. C'est bon, le micro est coupé, hein. On peut enchaîner. Bravo, Guillaume. Julien, j'enchaîne avec la présentation. Est-ce Oui. qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des partages déjà? Ou est-ce que vous voulez qu'on enchaîne sur la présentation plutôt? On va enchaîner et puis il y aura peut-être des questions qui émergeront par la suite. Ok, je te donc je vais laisse vous la main du coup. Ouais, pas de souci. Charmine, je te laisse présenter et s'il y a des personnes qui ont des questions, n'hésitez pas à nous interrompre, comme ça on répondra en même temps. Hein. Alors déjà, il y a déjà une question. Alors je vais faire ouais, c'est super, vous les mettez sur les commentaires, c'est très bien. Comme ça, je fais le tri. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Oui, on voit très bien ta présentation. Bon, parfait. Hop, donc ça, on en a parlé. Alors, donc là, c'était pour revenir à la première question. Juste, Charmine, j'ai déjà pas mal de questions qui arrivent là. Ok. Est-ce qu'on les pose au fil de l'eau ou est-ce qu'on attend qu'elles concernent le sujet que tu présentes?
Et ben, ce qu'on peut faire, c'est déjà répondre à ces premières questions et puis on pourra Parfait, dérouler avec le PowerPoint. parfait, parfait. Alors, première question, concernant le miel, il me semblait que chauffé, il n'a pas ces propriétés. Est-ce que c'est vrai? J'en sais rien, mais je Enfin, chauffe jamais le miel, en fait. Moi, je leur dis: «Miel et citron», je ne chauffe pas le miel, non. Ah, dans le thé, c'est ça? Bah oui. Mmh. Ouais. Alors, c'est une bonne question. Moi, j'ai pas la réponse personnellement. Je sais pas si quelqu'un a. Non? Moi, je leur dis de le prendre dans un yaourt, en fait, hein. Moi, je leur dis de le prendre dans un yaourt, c'est plus pratique, hein. Ouais. bon, écoutez, on ira faire des recherches. On ira faire Ouais, une revue de je littérature le sur le note, hein. miel et on vous Sur le tiendra au courant. Quelle est la physiopathologie des selles sombres du volvulus? Je pense que c'est en lien avec justement l'ischémie. Il y a une interruption du flux sanguin et je pense que ça peut diminuer, le gros intestin est moins irrigué et je pense que du coup ça change, l'aspect, des selles. Alors, Ça doit être soit il bien y avec a une oxydation aussi, ouais. pareil, hein, je pense qu'on va devoir aller aussi Ouais, rechercher ça. C'est une intéressant. question pointue et c'est toujours hyper intéressant la physiopathologie, donc Mmh. on va aller vérifier ça et on vous répondra. Mélena, OK, d'accord. Bon, je vais faire mes petites recherches et je vous dis. Charmine, je te Mmh. laisse enchaîner. Donc là, c'était pour faire un point sur la douleur abdominale aiguë chez l'enfant, surtout en téléconsultation. Alors, vraiment, n'hésitez pas à donc déjà déshabiller l'enfant, hein, ça c'est indispensable pour arriver à localiser la douleur. Faire un examen visio-guidé, on ne sera jamais suffisamment insistant sur ça. N'hésitez pas à solliciter la main du parent pour essayer de, voilà, de palper vraiment sur tous les cadrans. Pourquoi pas, enfin voilà, donc rechercher un psoïtis, rechercher vraiment des symptômes qui peuvent vous aider à mettre en évidence et à écarter des diagnostics qui sont potentiellement embêtants. Donc là, le premier point, voilà, donc vraiment faites attention, hein, gastro-entérite et appendicite, les symptômes sont assez proches. Et l'appendicite a des symptômes aspécifiques. Donc, il faut toujours se méfier, surtout aux âges entre 5 et 12 ans, hein, où vraiment on peut passer à côté. Et donc, la Société française de pédiatrie donc rappelait que chez l'enfant, elle peut débuter par des douleurs diffuses, souvent confondues avec une gastro-entérite. Voilà. Vomissement sans diarrhée, en règle générale, il faut être alerté. D'ailleurs, on conclut pas à une gastro-entérite s'il y a pas de ciel liquide, hein. Ça, c'était un deuxième. Alors, à moins qu'il y ait d'autres Alors juste, questions. ouais, Ouais. juste un petit mot, parce qu'on a fait pas mal de recherches sur, justement l'appendicite pour dire à quel point c'est un piège. Il y a quelques études aussi qui trouvent une corrélation entre, certaines infections virales et l'appendicite. Donc ça veut dire qu'un enfant qui a une gastro, il a tout à fait le droit d'avoir une appendicite en même temps ou dans un court délai, en fait. Donc a priori, il y a 19 études qui ont exploré cette relation. Je vous mettrai le lien sur les commentaires. Ouais, la virus Heu, crée l'inflammation de l'appendice, ouais. ouais, donc ça, c'est assez important. Mmh. Et malgré les progrès, en fait, le taux de diagnostic manqué d'appendicite serait compris entre 20 et 40. Donc ça aussi pour vous dire que c'est assez énorme. Quand on parle de taux de diagnostic manqué, c'est-à-dire on voit le patient une première fois et on passe à côté, en fait. Parce qu'en fait, les signes cliniques et les résultats, sanguins, ils peuvent être absents au début et la valeur prédictive négative de la CRP serait d'autour de 70. Voilà, ouais. Donc ça veut dire qu'un gamin qui a Mmh. mal au ventre, machin, vous lui faites une CRP, elle est normale. C'est pas selon la chronologie, c'est pas du tout sûr que ça écarte l'appendicite. C'est rassurant, mais ça l'écarte pas à 100. Voilà, je vous partagerai en commentaire les différents liens. Ouais, merci beaucoup César pour ces données. Là, donc c'était un rappel concernant le strabisme, hein, donc tout strabisme constant avant 4 mois ou intermittent par la suite ou signe évocateur d'amblyopie impose une évaluation ophtalmologique. Donc ça, c'est la HAS, hein, qui nous le rappelle. C'est pour prévenir l'amblyopie, hein, bien sûr. Alors, il y a une question de Marceau. Est-ce que l'adage 20% de GEA sans diarrhée et les gastro sur constipation est toujours d'actualité? Sophie, est-ce que tu as des lumières à ce sujet? Ah non, nous, on nous a toujours dit, hein, on peut pas dire gastro-entérite aiguë tant que tu pas des selles liquides, hein, mais les gastro sur tu parles de la diarrhée du constipé? Oui, oui, ça existe toujours, oui. Mais souvent, tu as quand même un anamnèse de constipation chronique, hein, mais voilà.
Donc un rappel, hein, effectivement, sur la torsion testiculaire. Donc surtout aux âges un peu, on va dire, sensibles, hein, chez les adolescents. Donc il faut savoir l'évoquer devant toute douleur scrotale aiguë, hein, et augmentation de volume de la bourse, nausées, vomissements. Et le diagnostic, il est clinique, clairement. Et il faut arriver à réorienter donc le jeune aux urgences dès que le diagnostic est suspecté. Et j'en profite aussi, hein, il y a aussi un pic de fréquence en période périnatale, hein, soit in utero, soit à la naissance. Et des fois, on est amené à avoir des bébés de 5 jours de vie qui viennent juste de sortir de maternité. Bah, là aussi, il faut enlever la couche et puis il faut regarder les testicules. On ne sait jamais, hein, malheureusement, il peut avoir aussi une torsion testiculaire à cet âge-là. Donc toujours, hein, mais j'en parlerai tout à l'heure, examen tout nu, tout nu, tout nu. Mm. Et l'échographie, oui, hein, bien sûr, vous le savez, je pense, hein, mais ne faites pas, on en a eu déjà aux urgences, ne faites pas d'échographie. Vous avez un doute de torsion testiculaire, vous appelez le SAMU, enfin, mais il n'y a pas d'échographie, on s'en moque en fait. Et puis de toute façon, votre radiologue va marquer, même si il ne voit pas le testicule, il va marquer cela n'élimine pas un examen clinique. Donc ne faites pas d'échographie, là c'est l'urgence. Au pire, vous l'adressez pour rien, mais au mieux, ben, on a une prise en charge précoce et rapide. Oui, c'est même dangereux, hein, de vouloir prioriser une échographie, hein. C'est-à-dire que là, on met en péril la santé. C'est-à-dire que le temps que vous fassiez l'échographie, bah, vous aurez une échographie qui vous confirmera, mais sur un testicule mort, en fait. Voilà, et bien sûr, hein, si on vous dit ah bah la douleur testiculaire, ça va beaucoup mieux, piège, hein, c'est peut-être une nécrose et il est en train, donc au contraire, hein, indication urgente d'aller aux urgences, hein. Merci Sophie. Donc là, c'est une diapo sur les APLV. Et alors, on va dire que on a zoomé donc sur l'algorithme, hein. Donc cet algorithme-là, vous pouvez le retrouver sur le site de l'HAS. Donc c'est un arbre décisionnel pour connaître la prise en charge en lien avec le reflux, donc le reflux gastro-œsophagien chez l'enfant de moins de 1 an. Sophie, si tu veux en parler. Alors en fait, oui, parce que bon, je ressors en plus du congrès de Paris sur l'APLV. Surtout, ce qui compte, c'est quand vous avez un doute, hein, de suspicion d'APLV, donc il n'y a pas de souci, vous avez les symptômes, vous y croyez, et ben effectivement, faites une éviction des protéines de lait de vache, mais surtout, surtout, ce qui va nous faire le diagnostic, hein, confirmer, c'est qu'il faut réintroduire. Les gens ont souvent peur, même vous les médecins, non, à 4 à 6 semaines, hein, il faut réintroduire les protéines de lait de vache. Alors on dit toujours, hein, à heure ouvrable, tout ça, hein, s'il n'y a pas si c'est une forme légère, hein, pas si vous faites une forme de choc anaphylactique, ce qui est rare quand même, mais si c'est une forme légère, il faut réintroduire les protéines des vaches à 4 semaines. Et là, on voit si les symptômes réapparaissent. Et si les symptômes réapparaissent, là, on peut conclure au diagnostic d'APLV. Parce que je vois que certains d'entre vous prescrivent des tests allergo ou attendent la consultation allergo. Non, non, allez-y, arrêtez, mettez un lit sans produit de vache, mais réintroduisez à 4 semaines. Voilà. Donc, on vous a parlé des écrans. Alors, les écrans, vous avez donc ce fameux flyer, hein, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est la règle des 3, 6, 9, 12. Donc, avant 3 ans, pas d'écran. Pas d'écran, sauf pour des visioconférences avec les proches, hein, un parent qui est loin, etc. De 3 à 6 ans, il faut, de façon extrêmement mesurée, à partir de 6 ans, accompagner les enfants dans l'apprentissage et la connaissance des écrans. Et à partir de 9 et 12 ans, c'est attention aux réseaux sociaux, et voilà, éduquer l'enfant par rapport à ce monde des écrans qui les entourent de plus en plus. Un mot sur la bronchiolite. Donc la bronchiolite, je vous ai remis donc l'algorithme de l'HAS, hein, déjà pour la suspicion diagnostique, hein. C'est une dyspnée sifflante qui apparaît chez l'enfant de moins de 1 an. Donc, s'il y a un premier épisode, vous pouvez d'emblée confirmer le diagnostic. À partir du moment où on n'est pas forcément dans ce contexte-là, il ne faut pas hésiter à revenir sur ce diagramme qui pourra vous orienter en fonction. Et dans tous les cas, on ne le répétera jamais assez, mais vraiment, en cas de suspicion d'une bronchiolite, même bien tolérée, vous avez l'impression visuellement, il faut déshabiller l'enfant. Déshabiller l'enfant pour arriver à vraiment être sûr de la bonne tolérance clinique. Est-ce qu'on Alors, peut... juste pour reprendre, Pardon, oui. vas-y, Sophie, excuse-moi. Non, juste pour reprendre, vous savez, hein, on dit bronchiolite du nourrisson. Donc, on sait que le nourrisson, c'est jusqu'à 24 mois, mais les critères HS ont changé en 2019, hein. Maintenant, la bronchiolite, en vrai, c'est moins d'1 an. Passé 1 an, hein, c'est une crise d'asthme. Donc, vous la traitez comme une crise d'asthme. Là, le schéma est très bien fait, hein.
Donc, l'âge inférieur à 12 mois, vous avez un nourrisson de moins d'1 an, c'est son premier épisode. Donc, vous le traitez comme une bronchiolite. On va y revenir, mais vous le savez, c'est lavage de nez, fractionnement des repas si besoin et réévaluation. Hein. Mais il n'y a pas de corticoïdes, pas de kiné, pas de ventoline. Premier épisode, c'est une bronchiolite simple. À partir du deuxième épisode, on demande à la famille, est-ce qu'il y a une atopie personnelle? Est-ce qu'il y a de l'eczéma ou familial? Est-ce qu'il y a, il y a des antécédents d'asthme ou autre? S'il y a une atopie familiale, là oui, hein, on considère que le deuxième épisode de bronchiolite, c'est une crise d'asthme. Donc là oui, vous pouvez essayer la ventoline à partir de 6 mois, on dit qu'avant, c'est pas efficace. Par contre, s'il n'y a pas d'atopie personnelle ou familiale, c'est une bronchiolite. C'est un deuxième épisode de bronchiolite. Donc on traite pareil comme une bronchiolite. Pas de corticoïdes, rien. Enfin, juste lavage de nez, fractionnement des repas. Et au troisième épisode, hein, donc là, on parle de asthme du nourrisson. Donc, troisième épisode, c'est une crise d'asthme. Donc là, oui, ventoline, corticoïdes, c'est possible. D'accord? On verra après, on va en reparler de toute façon de la crise d'asthme. Et autre chose, hein, n'hésitez pas en téléconsultation, parce que des fois, on parle de bronchite asthmatiforme. En fait, ça n'existe pas les bronchites asthmatiformes. C'est des crises d'asthme. Donc, si on vous dit, ah oui, il a eu une toux sèche, il a des difficultés respiratoires, de temps en temps, j'entends siffler la nuit, il n'est pas très bien. Mais là, vous avez l'indication de poser, essayez la ventoline. Là, vous n'avez pas de contre-indication. Au pire, ça sert à rien. Voilà, hein, il va peut-être être un peu tachycarde. Au mieux, ça peut vraiment le soulager. Donc, n'hésitez pas. Voilà, je préfère même qu'on prescrive de la ventoline que des corticoïdes à tout va et qui ne servent pas et qui sont dangereux. Hein. Un point qui est très... Ouais. Vas-y, Charmine. Non, je voulais juste rajouter un point qui est très important en téléconsultation, c'est vraiment soyez vigilants sur les diagnostics différentiels, surtout avant 1 an. Les cardiopathies congénitales, ça existe. Le diagnostic différentiel en téléconsultation, moi personnellement, je ne sais pas faire hein, sans auscultation. Donc, ayons la main légère sur, voilà, donc déjà les inhalateurs en téléconsultation n'ont pas forcément leur place. Il faut être extrêmement vigilant dans cette population-là. Je vais y revenir après. Tu voulais dire, César, pardon? Ouais, juste une petite question, un petit rappel peut-être sur les décongestionnants nasaux, les fluidifiants, etc. Vous avez un petit mot à dire là-dessus ou pas? Parce que On a un mot sur les antitussifs. Ah, super, d'accord, ok. Ouais. Mais pour le lavage de nez, c'est ça ce dont tu parles? Oui. Ouais, le mieux, si c'est possible, c'est le sérum physiologique, hein, c'est ce qu'on prescrit le plus, mais je me suis aperçue qu'en téléconsultation, on ne montre pas forcément aux parents. Donc c'est vrai que souvent, et c'est un peu la faute des maternités, il faut être honnête, ils leur montrent pas forcément bien. Il faut vraiment leur montrer et je n'hésite pas à leur dire: «Allez sur YouTube, il y a des tutos bien faits». Donc le sérum phy, c'est ce qu'il y a de mieux. Après 9 mois, on peut faire à la bouteille, hein, à la seringue, mais les oreilles n'aiment pas trop parce que ça peut faire quand même des otites congestives, parce qu'il y a des parents qui mettent un peu trop de pression. Et puis après, ils peuvent très bien faire, oui, du Stérimar, Physiomère, hein. Ce qui compte, c'est de le faire avant le repas pour évacuer les glaires et avant qu'ils dorment, hein, parce que souvent, quand ils dorment, ils sont pas bien. Voilà, mais le traitement, c'est vraiment le lavage de nez, hein. C'est hyper important. D'accord, en restant avec du sérum physiologique, on est d'accord. Ouais, hein, et fractionnement des repas si besoin, c'est ça les recommandations. Parfait, merci. Donc là, effectivement, donc, un mot sur la toux déjà. Donc une toux chez un enfant, il faut être extrêmement vigilant et ne pas passer à côté aussi de la suspicion d'inhalation d'un corps étranger. Voilà. Ça, il faut être très prudent. Et un rappel aussi sur le fait que les antitussifs et les expectorants manquent de preuves d'efficacité dans la plupart des cas dans la population pédiatrique, chez les moins de 6 ans. Un rappel également, il y a une mise à jour qui a été faite récemment. Hein, le coclucédal, le SMR est jugé insuffisant. Donc ça date depuis déjà un moment. Et puis, il sera bientôt plus disponible hein, sur le marché. Qu'est-ce qu'on fait pour les otites séromuqueuses chez l'enfant? Quelle est ta question, Florence? Ah, tu veux dire par rapport au drainage rhinopharyngé, c'est ça? Florence, tu peux enlever le micro et on peut échanger, hein, vas-y, hein, si tu veux. La prise en charge thérapeutique? En téléconsultation, ça me paraît fastidieux. Et surveillance et parents obligés au véhicule. La prise en charge thérapeutique d'une otite séromuqueuse en téléconsultation, de mon point de vue, elle est pas réalisable. Déjà, on ne l'a pas confirmé par otoscopie. Ouais. Et donc, pour moi, ce serait pas faisable. Non, je suis d'accord avec toi. Un petit mot concernant Guillaume, concernant la surveillance. Vous vous rappelez, hein, vous avez des fiches conseils hein, que vous pouvez envoyer aux parents. Vous avez aussi des abréviations, vous pouvez faire vos consignes
Je vais en parler après, hein. J'en Ah, parle ok, après. super. Je fais une Parfait. diapo entière dessus, hein. Ah, bah, génial. Parfait. Très bien. Les otites séromuqueuses, tu dis en cabinet, ça dépend si l'enfant fait des otites à répétition. Pour moi, c'est un avis ORL. Personnellement, je prendrais un avis chez un ORL s'il y a des otites à répétition chez l'enfant avec une otite séromuqueuse qui a vraiment été établie. Après, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Sophie. Non, non, pareil. En téléconsultation, c'est trop. Non. Dac. On passe à la suivante. Donc, le TDAH. Donc, on en parlait, hein, c'est vraiment, ça doit concerner toutes les sphères de la relation de l'enfant. C'est un enfant qui va être agité juste à la maison et à l'école, ça va bien se passer, il va avoir de bonnes notes. On peut pas forcément poser, on posera pas de diagnostic chez cet enfant-là. Par contre, un enfant voilà, qui a une souffrance réelle dans chaque moment du quotidien et qui persiste dans le temps, là, la prise en charge, elle est nécessaire et il faut une suspicion diagnostique. Un rappel, hein, le TDAH, c'est la triade déficit de l'attention, hyperactivité motrice et impulsivité. On peut en parler que si ça survient au cours de l'enfance, hein, premier épisode avant l'âge de 12 ans, si ça a un caractère persistant et s'il y a un retentissement réel sur les apprentissages, les relations sociales et la qualité de vie. Pour rappel, ça concerne donc 5% des enfants de moins de 18 ans. Un mot également sur le RGO physiologique. Donc cette fois-ci, donc par rapport aux régurgitations simples, hein, donc pour rappel, il n'y a pas d'examen. Excuse-moi, Ouais. Charmine, juste pour le Vas-y, TDAH, je t'en prie. si vous avez des parents qui sont très embêtés, qui ont du mal à trouver pour une prise en charge, hein, n'hésitez pas à vous orienter sur les PCO, vous savez, les plateformes de coordination. Hein. Elles sont à même, hein, justement, c'est des plateformes de coordination et d'orientation. Elles vous permettent justement de voir des bilans gratuitement, en fait, hein, orthophoniques ou autres. Hein, donc, pas hésiter à les orienter vers les PCO proches de chez vous. Hein. Elles ont l'habitude hein, pour faire justement toutes ces démarches. Ouais, merci Sophie. Donc le RGO physiologique, alors pas d'examen complémentaire, hein, si on a une forte suspicion diagnostique, il faut rassurer les parents et donc donner les mesures diététiques associées, hein, fractionnement des repas si les volumes sont trop importants et une surveillance. Concernant le volvulus du grêle, donc là, on vous a remis donc les signaux d'alerte à rechercher, hein, un diagnostic associé. Donc, c'est issu de l'HAS. Alors, attention, hein, perte de poids, vomissements fréquents, vomissements bilieux. Vous avez donc aussi les rectorragies, apparition des régurgitations, vomissements après 6 mois ou persistants après 1 an. Il y a beaucoup de signaux d'alerte qu'il va falloir rechercher pour arriver à écarter les diagnostics différentiels qui peuvent être associés. Un rappel également, hein, les antiémétiques. La dompéridone, hein, notamment, n'a pas sa place en pédiatrie. En l'absence d'études cliniques, hein, l'HAS nous rappelle que l'efficacité des médicaments à base de dompéridone et compte tenu du risque d'effets indésirables graves, ne sont plus recommandés, donc ils ne sont pas recommandés chez les enfants et donc on les dérembourse. Et enfin, donc un mot sur la maltraitance. C'est un sujet qui revient assez souvent, surtout chez les médecins généralistes. Hein. En téléconsultation, c'est pas un diagnostic aisé, mais on peut avoir quand même des suspicions fortes. Donc, il faut y penser. Malheureusement, il faut y penser. Hein. La maltraitance, c'est plus fréquent qu'on ne le croit. Ça existe dans toutes les classes sociales. Et même devant des signes qui ne sont pas spécifiques, voilà, il faut arriver à réorienter donc l'enfant. Et protéger l'enfant, hein, la HS le rappelle, hein, c'est un acte médical et c'est une obligation légale. Euh, donc le médecin ou un autre professionnel de santé n'a pas à être certain de la maltraitance, hein, ça c'est important de le savoir, ni à en apporter la preuve pour alerter l'autorité compétente. Donc ça reste une suspicion. Et chez Livy, on vous rappelle donc la conduite à tenir si vous avez une suspicion. Sur le formulaire, donc sur TAM, hein, vous avez un formulaire que vous pouvez télécharger si vous avez des difficultés à le faire. N'hésitez pas à nous solliciter hein, au niveau de la direction, la cellule qualité. On pourra vous le transmettre. Donc, il faut remplir ce formulaire-là. Il y a une recommandation qui est très bien faite à ce propos dans l'onglet donc sur Livy Pro, sur le logiciel web de téléconsultation. Et donc, après avoir rempli le formulaire, nous, on aura la possibilité donc, de mener une enquête en interne et puis de le rebasculer auprès de la CRIP.
en cas de nécessité. Si vous avez des questions, n'hésitez Alors pas. moi, j'ai juste une petite Ah, question sur la CRIP, parce qu'en fait, finalement, c'est quelque chose qui revient. C'est pas si rare, en fait. Est-ce qu'on peut peut-être aller un peu plus loin au niveau des explications, au niveau de la CRIP? Parce que moi, je pense que je comprends les médecins qui soient parfois un peu réticents, parce qu'ils ont peut-être avoir peur d'accuser à tort. Euh, Fadila, je ne sais pas si Fadila. Oui, Fadila est là, je pense. Ouais, elle est là, ouais. Fadila, tu veux peut-être toucher un petit mot là-dessus, parce que c'est quand même, tu t'y connais un peu là-dessus, sur la Oui, CRIP. alors c'est vrai qu'on a à peu près une dizaine de déclarations par an. Et alors, ce qu'il faut savoir sur les CRIP, c'est que ça reste des professionnels très sensibilisés qui sont très prudents. Donc, en fait, ils vont recueillir comment dire, les informations que vous transmettez. Ils vont prendre contact avec vous pour pouvoir bon, voilà, essayer de comprendre qu'est-ce qui vous conduit à penser qu'il y a une suspicion de maltraitance. Mais en tout cas, ensuite, ils vont enquêter au niveau du corps médical qui peut être autour de l'enfant. Mais ils font très attention, justement, parce que c'est vrai que parfois, il y a une espèce de... Une fois comment dire, il ne faut pas accuser à tort parce que ça peut être aussi très mal vécu par les familles, hein. Donc, je pense que les crimes, en fait, sont vraiment des professionnels qui font extrêmement attention et à qui on peut faire confiance pour ne pas juger à tort ou aller trop vite. Voilà. Donc, comme dit Charmine, ça reste des suspicions et il vaut mieux, je dirais, un peu surdéclarer que se dire: «Bah, non, il y a rien, c'est une mauvaise impression» et laisser passer quelque chose qui peut être grave. Merci, Fadila. Ouais, merci beaucoup, Fadila. Ouais, et Charmine, juste avant, j'aimerais parler, parce qu'on n'a pas eu le temps là, je voudrais juste parler aussi de la mort subite du nourrisson. On a de la chance en téléconsultation de voir l'environnement de couchage de l'enfant. Et moi, c'est vrai que j'ai pas mal de surprises en téléconsultation. Il faut quand même rappeler qu'il y a 300 décès par an en France de mort subite du nourrisson et 2 tiers pourraient être évités en adoptant en fait des règles simples de couchage. Donc, s'il vous plaît, quand vous voyez un bébé de moins de 2 ans, n'hésitez pas à dire: «Ah bah montrez-moi son lit». Et voilà, vérifiez toujours hein, qu'il n'y ait pas de tour de lit, pas de coussin, pas de couverture, parce que vous aurez des surprises, hein. Donc, pour rappel, hein, sur le dos, hein, ferme, pas de tour de lit, pas de couverture, la petite turbulette, pas trop chaud, hein. Et attention aussi aux mamans qui dorment avec leur bébé, hein. Vous savez, malheureusement, on a eu des accidents, le bébé tombe ou le bébé est asphyxié. Donc ça, c'est hyper important, hein, attention, hein. Je faisais un peu de mort subite avant du nourrisson. C'est vrai que le couchage, c'est vraiment essentiel, quoi. Voilà, si vous pouvez à chaque fois jeter un œil, ça serait bien. Ouais. Il y a Cédric qui demande: est-il possible de faire un point sur les recovaccins VRS? C'est une très bonne question. On Vaccin, essaiera parce que tu parles des anticorps monoclonaux, tu veux dire? Du Beyfortus? Parce que c'est pas un vaccin ou tu parles du vaccin chez la femme Oui, enceinte? le Beyfortus. Ah, d'accord, OK. Donc il faudrait qu'on fasse une, ouais. Ouais, tu veux passer à la diapo suivante? Ouais, j'en parlais. La diapo suivante. Alors, donc tout chez l'enfant. Que recherchez-vous à l'interrogatoire? Donc en général, toujours rechercher un syndrome de pénétration, hein. Si la toux, elle vient d'arriver, bah, toujours se poser la question chez un enfant en bas âge, est-ce qu'il n'aurait pas tout simplement avalé une cacahuète ou un Lego? Moi, je me souviens très bien d'une crise d'asthme. La ventoline ne marchait pas du tout et en fait, c'était, à l'hôpital, ils ont fait un scanner et c'était un corps étranger. Donc toujours se poser la question: «Est-ce qu'il y a une hypersalivation ou pas?» La toux, est-ce qu'il y a une bonne prise de poids? Est-ce que la courbe de croissance, elle est bonne? Est-ce qu'il mange bien? Voilà, comment va l'appétit? Est-ce qu'il a de la fièvre? Ou est-ce que c'est une toux sans fièvre? Est-ce qu'il est déshydraté? Pas hésiter, hein, chez les enfants, hein, à demander, hein, si les couches, elles sont humides. Ça, c'est un bon signe. S'il vous dit: «Bah non, les couches, elles sont sèches», attention. Les vaccinations à jour. Alors moi, je suis honnête, je vérifie pas forcément le carnet de santé. Je demande aux parents et souvent, ben, ils me le disent, hein: «Non, non, on n'a pas fait tel vaccin» ou «Si, on l'a fait», voilà. Et troubles digestifs associés, bah oui, est-ce qu'il a mal au ventre? Est-ce qu'il a la diarrhée? Est-ce qu'il est constipé? Donc ça, c'est dans l'interrogatoire. Ouais, très bien. Pour tout enfant, hein, moi je fais tout enfant de 0 à 18 ans, hein, je ne sais pas comment ça se passe, chez l'adulte, hein, mais pour tout enfant, l'examen, il doit être vraiment tout nu. Hein, vous pouvez le faire en 2 parties, hein, mais pour tout, voilà.
Une bronchiolite, c'est d'autant plus important parce que c'est vraiment l'inspection qui va nous dire. Avec l'inspection, vous allez pouvoir regarder les signes de lutte. Vous connaissez tous, hein, bébé tire en geignant. Est-ce qu'il y a un balancement thoraco-abdominal? Est-ce qu'il y a un battement des aides du nez? Un geignement, hein, lequel j'ai oublié, ou un tirage intercostal ou susternal, d'accord, hein? Donc ça, c'est important de le voir et vous pouvez le quantifier. Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est modéré? Ou est-ce que c'est important? Ça, vous pouvez le voir, hein. N'hésitez pas aussi à dire aux parents, bah, regardez là, sous les mamelons, il respire bien, il tire pas. Voilà, vous leur montrez comme ça, ils regardent, hein. Le temps de recoloration cutanée, vous demandez à la maman, hein, d'appuyer, hein, sur le torse et vous voyez. Ensuite, moi, je demande aux parents, hein, donc de déshabiller l'enfant, donc de bien regarder et de mettre l'oreille derrière le dos, hein. Et je leur demande, mais ça ronronne, ça siffle ou pas? Si elle vous dit ça siffle, bon, bah super. Moi, de toute façon, j'aurais pas fait forcément mieux avec mon auscultation pulmonaire. Est-ce qu'il y a une éruption cutanée? Des fois, on a des petites lésions cutanées virales. Et puis, de principe, hein, chez un enfant, ben, en cas de la fièvre, on vérifie quand même qu'il n'y ait pas un purpura au niveau des jambes, des fesses, hein. Et l'état général de l'enfant, on regarde. Un enfant qui est pas bien, qui est vraiment pathonique, bah là, on s'inquiète. Un enfant qui hurle partout, bon, bah, on est déjà plus rassuré, hein. Donc ça, c'est hyper important. Donc oui, quand est-ce qu'on adresse en urgence, en urgence, c'est si déjà elle vous dit qu'il mange moins d'un tiers de ses repas dans la journée, des couches qui sont sèches, il mange très très peu, on voit qu'il est très gêné aussi au niveau pour respirer, bah là, on direct urgence, on ne se pose pas de questions. Si elle vous dit que la ration alimentaire elle est supérieure à un tiers, il tire mais c'est léger, la maman elle lave bien le nez, elle est cortiquée, bah ça m'inquiète pas. Vous voyez, mais après c'est l'évaluation, c'est à force d'en voir que bah, vous avez l'habitude, quoi. Il y a des choses à rajouter? Je sais pas. On va passer à la, à la slide Et d'après. bien sûr, hein, excusez-moi aussi, bien sûr, hein, les antécédents personnels, hein. Est-ce que c'est un enfant qui a une mucoviscidose, qui a quelque chose de particulier? Ça, effectivement, on est beaucoup plus vigilant de ce point de vue-là, hein. Pareil pour les vomissements, j'avais eu un enfant qui était diabétique, bah, je joue pas, hein. La maman, je me doute bien qu'elle voulait pas aller à l'hôpital, mais là, c'était pas bien, il était en train de déséquilibrer son diabète. Non, là, c'est urgence, hein. Voilà, donc toujours attention aux comorbidités aussi associées, quoi. Et les vomissements, du coup. Alors, on a pris un cas un peu exprès, un nourrisson de 3 mois, consulte pour vomissement. Qu'est-ce que vous devez chercher à l'interrogatoire? 3 mois, vomissement. Donc toujours déjà se demander comment s'est passée la grossesse, l'accouchement, est-ce que c'est un enfant qui est né prématuré ou pas? Est-ce qu'il y a des facteurs de risque d'infection materno-fœtale, hein? Faut toujours, avoir, ça en tête, hein. Vous pouvez faire très bien une infection materno-fœtale, tardive, hein, donc on se méfie. Est-ce que c'est un enfant qui a de la fièvre? Est-ce qu'elle a été prise? Et comment, hein? Parce que souvent ils vous font le thermomètre, tympanique ou voilà, hein, surtout dans les fesses, hein. Est-ce qu'il mange bien? Est-ce que la coloration, des selles est normale ou pas? Est-ce qu'il y a du sang dans les selles? Hein? Est-ce que les couches sont bien humides? C'est important. Pourquoi les rectorragies? Bah, les vomissements, ça peut être aussi un signe, hein, d'invagination intestinale aiguë. C'est 3 mois, 3 ans, hein, donc bien faire attention, 3 mois, 3 ans. L'invagination intestinale aiguë, c'est vraiment traître, hein, vous savez, hein. C'est des douleurs des fois abdominales, hein, très, très douloureuses. Il devient tout pâle et ensuite ça va mieux. Mais des fois, c'est compliqué parce qu'il vomisse uniquement, mais il n'a pas l'air douloureux. Donc 3 mois, 3 ans, se méfier, hein. La maman vous dit qu'il ne mange pas comme d'habitude, hein, il n'est pas bien. Pareil, on ne joue pas, quoi. 3 mois, 3 ans, il n'est pas bien, urgence, hein. La couleur des vomissements, ça, on vous l'a dit. Depuis combien de temps? Est-ce qu'il y a une altération de l'état général? Est-ce qu'il y a une notion de chute? Effectivement, ça peut être aussi un traumatisme crânien à 3 mois. Est-ce qu'il est tombé de la table allongée? Ils ne vous l'ont pas dit, donc toujours bien se poser les questions, les bonnes questions. Et alors à l'examen, hein, toujours, hein, inspection de l'état général, la coloration, la pâleur, hein, les signes de déshydratation, les plis cutanés, le temps de recoloration cutanée, hein, et les orifices herniaires, hein, très important à regarder, ainsi que les testicules. D'accord? L'examen abdominal. Alors moi, j'ai toujours aux parents, hein, donc vous l'examinez. Moi, je leur dis, vous prenez 2 doigts comme moi et vous palpez sous le nombril, hein. On palpe sous le nombril à droite et à gauche. Ah, peut-être que ça vous fait rigoler, mais sincèrement, j'ai pu comme ça diagnostiquer des appendicites ou des choses virales. Parce qu'on tout de suite, à la palpation, un enfant, par exemple, qui a l'appendicite, il va être plié en deux, il va pas être bien. Vous allez voir tout de suite. Donc palpez, c'est très important. Et enlevez la culotte, regardez les orifices hernières, hein. Inspectez les pupilles, si possible, hein, notion traumatisme ou vomissement, bien regarder. Et un vomissement isolé chez un enfant ne peut faire conclure à une gastro, hein. Bien sûr, un vomissement isolé, hein, il faut être sûr de son diagnostic.
Et ce qui est Très très bien, important, ouais, c'est de surveiller aussi, de réévaluer l'enfant. Un enfant qui a une bronchiolite, moi, j'hésite pas à leur dire, si je trouve que la bronchiolite, elle est légère, eh ben, écoutez, on se revoit dans 48 heures, où vous voyez votre médecin traitant, hein, de principe, ou sinon, vous allez aux urgences systématiquement si il a du mal à respirer, hein, signe de lutte, si il mange moins d'un tiers de ses repas dans la journée, si la fièvre, elle est mal tolérée, ou elle persiste plus de 48 heures. Et vous envoyez les fiches de VRS, de l'HAS, hein, bronchiolite pour la surveillance. on arrive à la fin de la présentation. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des partages, des questions, n'hésitez pas sur le fil du chat à les poser ou à prendre la parole, hein, c'est fait pour. J'ai une petite question, moi, concernant les nourrissons. On a parfois des consultations qui concernent des conjonctivites. C'est quoi la conduite à tenir vis-à-vis de la conjonctivite du nourrisson? Parce que bon, c'est vrai que l'examen n'est pas forcément évident et on n'a pas envie que la cornée soit touchée. Donc, qu'est-ce que vous préconisez là-dessus? Moi, je suis pas pédiatre, mais il me semble qu'avant 1 mois, c'est une infection materno-fœtale jusqu'à preuve du contraire et qu'il faut une consultation en présentiel. Maintenant, je laisse la main aux Alors, spécialistes. chez les moins d'1 mois, en fait, avant en maternité, on faisait systématiquement de la rifamycine. Maintenant, on le fait plus, vous savez, les petits colliers jaunes, hein. Donc je leur demande, s'ils voient que c'est léger, d'abord, avant de les envoyer, hein, tout simplement, hein, de bien couper les angles ras parce qu'ils se frottent les yeux, ils se surinfectent. Prendre compresse stérile, désinfecter, hein, du plus propre au plus sale et ensuite je traite par rifamycine 7 jours, hein, au cul-de-sac inférieur de l'œil, paf, paf et à 7 jours, voir l'évolution. S'il y a plus rien, super, sinon ils consultent leur médecin traitant, hein. Mais oui, oui, on les traite, hein, parce que le risque, c'est quand même les conjonctivites, purulentes bactériennes. Mais d'origine maternelle, ouais, avec Oui, le les passage germes qui ont pu transplacentaire. être transmis, ouais. Ouais. Ok, merci. Un petit mot aussi concernant, je renchéris sur ce que disait Sophie. Vous vous rappelez, hein, je parle aussi aux nouveaux venus, vous avez des fiches conseils, hein, qui sont assez bien faites, que vous pouvez vraiment envoyer en pièce jointe très rapidement sur la plupart des pathologies. Et d'ailleurs, si dans l'équipe des pédiatres ou même des médecins généralistes, vous avez des idées, des suggestions d'ajout de fiches conseils, vous n'hésitez surtout pas à nous les soumettre, on les ajoutera. Alors, on a une Oui. question du Débrida concernant la gastro-entérite. Ouais, j'allais rebondir dessus. En gros, pour la gastro-entérite, ça a été démontré, hein, mine de rien, à part, le Turfan, il y a rien qui a été démontré et le soluté de réhydratation. Je dis toujours aux parents, ce qui compte, c'est de réhydrater l'enfant, hein. Ça veut dire si c'est un nourrisson, bah, pas hésiter à leur donner des solutés de réhydratation oraux, hein. Et surtout, c'est l'alimentation, hein. Des petites bananes écrasées, c'est riche en potassium, de l'eau Evian, ça constipe, de l'eau de riz, hein. Vous faites du riz, vous mettez pas de sel dans l'eau de riz, vous donnez un petit peu d'eau de riz. Voilà, bananes, riz, compote pomme coin, hein. Je leur dis: «Vous embêtez pas, hein, Blédina fait ça très bien», faut pas citer de marque, hein, mais voilà et ce qui compte, c'est la douleur, le Doliprane suffit. Vous avez vu le Débrida, hein, on est revenu dessus, hein, apparemment, il peut avoir des effets secondaires. On donne plus non plus de Smeta, hein, il y a du plomb dedans, donc vraiment Doliprane, Spasfon et Tiorfan si besoin. Voilà. Oui, tu as raison pour, on donne pas d'Azithère, ouais, avant 1 an, c'est contre-indiqué. Et oui, le SRO, bien sûr, hein, pas modifié, tout à fait, tu as raison, hein, on fait pas de coca et compagnie, hein. Le soluté de réhydratation, c'est adapté, hein. Donc c'est un sachet dans 200 ml d'eau, hein, et on donne des toutes petites quantités, 15 ml par 15 millilitres. Mais on le modifie pas, on met rien dedans. Là, je viens de revoir en rapport avec ta question, César, c'est les conjonctivites trachomateuses qui sont dues au chlamydia qu'il faut écarter, en fait, chez, les nouveau-nés. Je me souvenais plus exactement ce que c'était le germe, mais c'est ça qui sont liées au chlamydia. D'accord, ok, merci. Alors, il est 13h38. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Le Le SRO, SRO ouais. marche contre la cétose, point d'interrogation. Bah, ce qui compte, c'est oui, bien sûr, ça va le réhydrater. Nous, c'est ce qu'on fait aux urgences, hein. On propose des solutés de réhydratation et des fois même associées à des petites compotes et on voit, hein. Si la cétonémie, du coup, baisse, c'est qu'on l'a bien réhydraté, hein. Oui, oui, hein, il y a du sucre, il y a du potassium, il y a du calcium dans les solutés de réhydratation, hein.
Ah, j'adore cette question. Pour les pharyngites, intérêt du maxillase. Moi, j'ai une réponse, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis anti tout ça. Alors. Ouais, en fait, tous les traitements qui ne sont pas remboursés en règle générale en pharmacie, moi, enfin, on va dire les traitements à visée symptomatique, tout ce qui va être antitussif, maxillase, qui vont avoir pour objectif de calmer les symptômes. On va dire chez l'adulte, ça va être aussi tout ce qui est biocalyptol, etc. Enfin, vraiment, enfin, voilà, il faut être dans une logique de déprescription plutôt que de prescrire. Et recommander des lavages de nez avec des solutions simples dont on a parlé, avec donc sérum physiologique. Puis voilà. Après, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il faut se rendre compte que quand on prescrit pas mal de ces médicaments, qui sont pour le coup sans efficacité prouvée, il y a un deuxième problème qui va se poser avec des enfants. J'imagine que vous imaginez, c'est que pour faire ingérer un médicament à un enfant, c'est parfois toute une aventure. Alors imaginez si vous vous retrouvez avec une ordonnance avec 4 molécules, dont 3, on ne sait pas trop si ça va marcher. Je pense qu'on se soulage aussi parfois à alléger l'ordonnance. Mais nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que quand il y a des toux qui font vraiment viral, bronchite virale ou rhino, que vraiment les prescriptions, qu'il n'y ait pas d'antitussifs, de corticoïdes, voilà. Vraiment rester simple, hein, comme tu dis César, moins on donne de choses aux enfants, mieux c'est, hein. Et pour l'alimentation, hein, il faudrait surtout leur donner justement, hein, des bananes, du riz pour qu'ils s'alimentent et pas trop, même le turfan, hein, nous à l'hôpital, il est pas très bien toléré. Souvent les enfants, ils en veulent pas, hein, donc ce qui compte, c'est qu'ils mangent bien, hein. Attention aussi à la tendance qu'il peut y avoir en téléconsultation, c'est de vouloir mettre en place tout de suite une antibiothérapie parce qu'on a peur que ça dégénère. Ça, c'est une attitude qui est plus interventionniste qu'autre chose, hein. Il faut arriver à se rassurer déjà quand on a un enfant en téléconsultation, mais en même temps à savoir réorienter en présentiel sans initier d'antibiothérapie. Premier risque, c'est qu'il y a un retard de prise en charge face à un diagnostic qui aurait pu être euh, établi plus rapidement en présentiel. Et le deuxième, c'est il y a forcément une iatrogénie. On n'a pas examiné donc l'enfant, donc il faut vraiment être vigilant. Et puis bien sûr, toutes les viroses, les viroses ne nécessitent pas d'antibiothérapie. Voilà. Alors Sophie nous a donné la réponse pour le miel. Donc merci Sophie, hein. Peu d'études. Donc elle a trouvé qu'il perdait ses propriétés si chauffé longtemps à plus de 40 degrés. Et composé toxique si chauffé, sans détail sur la température et la durée. Ok. C'est pour ça. Dans un yaourt, ça suffit. Dans un yaourt, c'est très bien. Voilà. 40, c'est pas énorme, ouais. Bah ouais, merci. Merci à tous. Je pense qu'on arrive à la fin du webinaire. Alors, il y aura peut-être un épisode numéro 2, parce que moi, je trouve que c'est un sujet intéressant. Donc, en tout cas, merci Sophie et Charmine. Merci à toi, César. Avec plaisir. Merci à tous pour votre participation. Xavier, juste un petit mot, nouveau médecin Livy. Je ne sais pas si les anciens webinaires sont consultables sur sur l'année précédente ou les 2 dernières années. Si tu y as accès dans l'onglet recommandations sur donc la base Livy Pro, et tu as donc en pratique, il y a toute une série d'onglets et tu peux revisionner d'anciens webinaires via ce lien-là. Ouais. Super, en tous les cas, j'ai trouvé ça très intéressant. Merci beaucoup. Super, tant mieux. Merci. Merci à tous et puis passez une bonne journée. Bon courage à tous ceux qui travaillent cet après-midi et puis à très bientôt. Merci. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Merci tout le monde.